Décembre 2018, Auckland en Nouvelle-Zélande. Une ville portuaire qui brille la nuit, de ses bars à ses quais, à toutes ces ambiances de rue qui sont très festives et qui sont très animées. C'est justement ici qu'arrive Grace Millane, une jeune voyageuse anglaise de 22 ans, qui fait un tour du monde en prenant une année sabbatique. Le 1er décembre, la veille de son anniversaire, elle va rencontrer un homme sur Tinder. Les caméras de la ville vont filmer une grande partie des événements de leur rencontre jusqu'à leur plaisir entre guillemets dans les bars, dans le restaurant et jusqu'à l'arrivée à l'hôtel. Un ascenseur s'ouvre, ils disparaissent à l'intérieur et les portes se referment. Le lendemain, silence. Pas de message, pas d'appel, pourtant c'est l'anniversaire de Grace, mais elle a tout simplement disparu. Rapidement, un nom va ressortir, Jessie Kempson. C'est le dernier à l'avoir vue vivante, et ce que la police va découvrir au fur et à mesure de cette histoire va glacer le sang de tout un pays. Grace Millane naît en 1996 à Wickford dans l'Essex en Angleterre. Elle a une enfance très heureuse qui est rythmée par la bienveillance, les joies, les rires, la bonne humeur. Sa mère dira d'elle, pour la qualifier, qu'elle apportait la lumière partout où elle passait. Étudiante en publicité à l'université de Lincoln, Grace est vraiment quelqu'un de passionné, de déterminé, ambitieuse et elle travaille plutôt très bien. Et après l'obtention de son diplôme, elle se dit que, avant de lancer réellement sa carrière avec tout ce que ça engendre, elle va prendre une petite année sabbatique pour pouvoir voyager et parcourir le monde. Pendant son année sabbatique, elle va du coup beaucoup voyager. Elle va notamment parcourir seule l'Amérique du Sud, le Pérou, le Chili, le Brésil, tout ça toujours complètement seule en prenant des photos, en tenant un carnet de bord. Elle va rencontrer des voyageurs du monde entier. Et le sentiment qu'elle va découvrir pendant ce voyage-là, le fait d'être seule à l'autre bout du monde, c'est un sentiment qu'elle va vraiment adorer. C'est donc à la toute fin novembre 2018 qu'elle va poser son sac à dos à Auckland en Nouvelle-Zélande. Et c'est presque la fin de son voyage avant qu'elle rentre définitivement chez elle pour reprendre entre guillemets sa vie normale et lancer sa carrière dans la publicité. Elle va découvrir Auckland avec ses marchés, ses quais illuminés et son centre-ville qui est vibrant avec tous les bars et notamment cette Sky City Tower qui est énorme avec plein de bars, plein de restaurants à l'intérieur. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, elle est encore en plein échange avec sa famille. Elle est très habituée à être en contact permanent avec eux. Tous les jours, elle envoie des nouvelles où ils s'appellent, etc. Elle est très connectée avec eux. À son arrivée en Nouvelle-Zélande, elle est vraiment plutôt heureuse parce qu'elle sent vraiment qu'elle a un sentiment de liberté comme elle le recherchait. Et elle se rend compte que ce sentiment de liberté, elle l'obtient vraiment beaucoup en voyageant seule. Comme j'ai pu le dire dans le préambule de cette vidéo, elle va rencontrer un homme sur Tinder. Elle se dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, un peu de compagnie en soirée, voilà, elle y va sans prise de tête. Et elle va rencontrer du coup un jeune homme qui s'appelle Jessie Kempson. Et c'est donc ce samedi-là, le 1er décembre, qu'elle s'apprête à aller le rencontrer. Et l'ambiance est vraiment au rendez-vous, les bars débordent, les lumières scintillent, tout est là. Et Grace se prépare, robe noire, sourire tranquille, elle est prête à passer une bonne soirée. C'est à 18h qu'ils vont enfin se rencontrer, et ils vont se rencontrer du coup au Sky City, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est une espèce de grande tour où il y a à l'intérieur plein de bars, plein de trucs pour passer des bons moments, des moments vraiment très conviviaux, et on peut y aller en famille, entre amis, en couple, il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est vraiment quelque chose de très très réputé du coup à Auckland. C'est un détail que j'avais évoqué dans le préambule de cette vidéo, mais il y a énormément de caméras à Auckland, c'est pour ça que c'est une ville qui est très sécurisée, d'ailleurs comme le pays entier qui est très sécurisé, et du coup les caméras sont vraiment partout, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des éléments visuels de ce que a fait Grace dans cette soirée-là. Avec Jessie, on va vraiment quasiment tout voir. Le premier bar qu'ils font ensemble, Jessie essaye de la charmer, il va parler fort, il va boire vite. On sent qu'il est dans un mood où il a envie de la séduire. Un peu plus d'une heure plus tard, ils vont changer de bar, ils vont aller au Bluestone Room vers 19h15. Et c'est un bar qui est un peu plus intime, avec des lumières un petit peu plus tamisées. Avec une petite musique douce, c'est vraiment un lieu qui se prête vraiment beaucoup plus à un rapprochement, ce que va évidemment essayer Jessie. Pendant les discussions qu'ils vont voir ensemble, il va se vanter d'avoir un certain travail qu'il n'a absolument pas dans la vraie vie, c'est un énorme mensonge, mais elle qui est là, faut se rappeler, dans un contexte de voyage, de tour du monde, et surtout juste avant de commencer une carrière professionnelle, elle se prend pas la tête, elle n'y voit que du feu, elle est vraiment en train de passer un bon moment, elle est plutôt charmée, elle se rend compte de rien. L'alcool montant, ils commencent à avoir un petit peu faim, ils ont un petit peu envie d'éponger ce qu'ils ont bu et ils vont bouger au Undies Burger Bar qui est pareil très très populaire là-bas. Il est environ 20h25 quand ils vont arriver sur place. Et ce bar-restaurant est un petit peu plus convivial, il y a un petit peu plus de bruit, il y a plein d'écrans pour voir des retransmissions sportives ou autres. Et du coup, le cadre il est un tout petit peu moins intime. D'ailleurs, on va pouvoir vite fait comprendre que dans ce restaurant-là, Jessie va regarder Grace un tout petit peu plus froidement, vraiment plus aussi chaleureusement et plus aussi enjoué qu'il était auparavant. Un peu comme s'il avait un côté presque méfiant d'elle, ce qui était assez incompréhensible. Mais bref, ils passent quand même un bon moment ensemble et c'est encore une fois 1 heure plus tard qu'ils vont quitter ce restaurant et marcher dans Queen Street pour rejoindre l'hôtel de Jessie. Ils vont mettre une bonne dizaine de minutes à arriver sur place et en gros aux alentours de 21h40, 21h41 par là, ils arrivent donc au City Life à l'hôtel de Jessie. Et bref, une fois qu'ils sont dans l'hôtel, on a les caméras de surveillance encore une fois qui vont pouvoir tout nous montrer, on les voit
rentrer dans cet hôtel-là, aller dans l'ascenseur, monter à l'étage et c'est à peu près tout ce qu'on va voir à ce moment-là. Et vers 22h, 23h par là, Jesse va envoyer un message à un de ses amis où il va lui dire qu'il l'a ramené. Évidemment, tu te doutes que c'est absolument pas le cas. Et là où la ville va continuer sa vie toute la nuit, dans la chambre 308, tout s'arrête. On est donc le lendemain de cette soirée, on est le dimanche 2 décembre, et c'est là que c'est assez compliqué à comprendre de côté de sa famille, puisque on est le jour de son anniversaire, elle a 22 ans, mais elle répond pas aux appels, elle envoie pas de messages, elle a pas donné de nouvelles, ce qui est vraiment pas dans son genre, et ça va vraiment laisser un côté assez interrogatif à son entourage. Sa famille va être très inquiète parce que même à l'autre bout du monde, quand elle voyageait notamment en Amérique du Sud, c'était pas les mêmes fuseaux horaires, et en fait, à n'importe quelle heure de la journée, elle avait toujours cette capacité de répondre. Donc pour toujours rassurer sa famille ou échanger avec eux, hormis vraiment quand elle était en plein sommeil, mais ça durait jamais très longtemps, elle était toujours en mode réponse quasiment instantanée. Malheureusement, les heures passent, et il n'y a toujours pas de nouvelles, et les jours passent, et il n'y en a pas non plus, et là, sa famille comprend qu'il se passe quelque chose. C'est le 5 décembre que la police néo-zélandaise va déclarer Grace comme disparue, et l'annoncer publiquement. Et les enquêteurs vont pouvoir commencer leur travail et justement, grâce aux caméras, comme je l'ai évoqué plusieurs fois, on va pouvoir vraiment tout retracer du début de la rencontre de Grace et de Jesse jusqu'à quasiment le moment où elle rentre dans l'hôtel et où on la voit plus parce que forcément elle a disparu. Évidemment, les enquêteurs, en parcourant toutes les bandes vidéo, il y a un nom qui va ressortir, c'est Jesse Kempson, puisque c'est avec lui qu'elle a passé toute la soirée et qui est le dernier à l'avoir vu. Jesse Kempson, c'est un gars qui est né en 1991 à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Et c'est malheureusement quelqu'un qui a une enfance qui va être marquée par la violence, par la séparation, bref, par beaucoup de galères et beaucoup d'événements compliqués d'un point de vue famille. Il va malheureusement traverser toutes ces épreuves aussi dans l'abandon, puisque son père va divorcer de sa mère et puis il va un peu l'abandonner. Et sa mère va aussi s'éloigner beaucoup de lui. Et son père ayant quitté la famille, il va grandir dans un climat qui vraiment est dénoué de solitude, de colère, d'incompréhension. C'est un petit peu ça son quotidien, Jesse. Alors évidemment, je ne lui trouve aucun argument par rapport à ce qui a pu se passer dans cette histoire que tu vas découvrir, mais il est quand même important de toujours dresser le portrait de toutes les personnalités. Et d'un point de vue personnalité, c'est justement en arrivant à l'âge adulte qu'il va complètement dériver et changer. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas de stabilité, les emplois qu'il va avoir à chaque fois, il se fait dégager, ça tient jamais très longtemps. Et il est surtout tout le temps en train de mentir sur son travail, sur sa situation, sur sa vie, et même dans ses relations. Et on va souvent remarquer que c'est quelqu'un qui est assez menteur, voire mythomane, dans la plupart des aspects de sa vie. Derrière tout ça, on va sentir que c'est surtout quelqu'un qui aime créer des histoires pour essayer de se rendre intéressant, puisque malheureusement, de par son parcours de vie et de par sa situation, il est par définition en manque de confiance cruelle en lui. En amour, avec les différentes nanas qu'il a pu avoir, il a toujours cette même mécanique. Il veut contrôler, il va mentir, il veut séduire, il veut vraiment avoir le pouvoir sur la personne. Et il y a plusieurs femmes qui, après cette affaire-là, vont témoigner sur Jesse, qui vont dire que c'est quelqu'un qui était extrêmement manipulateur et qui aimait beaucoup aussi humilier les gens. De par la manipulation et les mensonges qu'il prétendait avoir, il permettait justement de mettre des personnes dans des situations assez compliquées. Et justement, plus tard, après cette affaire-là, il y a plusieurs femmes qui vont témoigner par rapport à ce qui s'est passé et contre lui en l'occurrence, mais qui vont annoncer qu'il avait aussi cet art de vouloir subtilement manipuler la personne, puis d'humilier par la suite. Et c'est justement ça qui va lui permettre d'avoir, entre guillemets, ses proies, parce que comme il a une apparence extrêmement calme, au fond de lui, il va cacher une énorme frustration. Il va vraiment se nourrir du pouvoir, vraiment vouloir dominer l'autre, et c'est des caractéristiques qui ne vont pas tromper dans cette histoire non plus. Le 1er décembre, en l'occurrence, il porte encore ce masque, où il va faire des sourires charmants à Grace pour pouvoir l'aborder, mais malheureusement derrière, c'est un prédateur qui est prêt à faire n'importe quoi. Quand la police va interroger Jesse, il va évoquer la thèse d'un accident. Il va évoquer un jeu sexuel qui aurait mal tourné. C'est en tout cas sa version des faits à ce moment-là. Mais malheureusement, les caméras et les reçus de sa carte bancaire, de ses reçus bancaires, vont raconter une toute autre histoire. Le 2 décembre, vers 8h du matin, Jesse va quitter l'hôtel. Direction The Warehouse sur Elliott Street. Il va acheter une très grande valise noire. Ensuite, on va le voir se rendre chez Countdown, un supermarché. Il va payer en liquide. Il va acheter de l'eau de javel, des gants, des lingettes, du chewing-gum, assez particulier, et il va retourner calmement à son hôtel. Tout ça, comme vous pouvez le constater, est intégralement filmé. L'après-midi, il rencontre une autre femme sur Tinder, ce qui est complètement ahurissant. Ils vont boire un verre ensemble, Jesse se montre très détendu, presque charmeur à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Le soir, il va retourner au Countdown, cette fois sur Quay Street. Sur place, il va louer une machine à nettoyer des tapis, un Rug Doctor. À 21h30, les caméras du City Life enregistrent une scène glaçante. Jesse pousse un chariot à bagages avec 2 valises, et l'une d'entre elles est lourde, très lourde. Il va forcer pour lui faire passer le seuil de l'ascenseur et quelques minutes plus tard, il va la charger dans le coffre d'une voiture de location. Le haillon se ferme et la nuit retombe. Le lendemain matin, il va acheter une pelle rouge dans un magasin de bricolage à l'ouest d'Auckland, toujours en liquide, mais heureusement filmé par les caméras.
Il va passer ensuite au pressing, il va nettoyer ses vêtements, laver la voiture. Chaque geste, chaque achat, chaque minute est enregistré par une caméra. Sans le savoir, Jesse vient de signer son propre piège. À l'ouest d'Auckland s'étend une forêt humide, dense et traversée par une route sinueuse qui s'appelle Scenic Drive. Depuis le centre-ville, c'est à une trentaine de kilomètres, donc une trentaine de minutes. Les phares percent la nuit, Jesse s'enfonce dans la forêt, il s'arrête, sort, marche dans le bois, et là, dans la pénombre, il va creuser une fosse peu profonde. Il va y déposer la valise, recouvre la terre, puis s'en va, comme si ne rien n'était à nouveau. Seule la forêt retient son secret. Une semaine passe depuis la disparition de Grace et le 9 décembre, après des jours d'enquête, les policiers retracent le trajet de la voiture louée grâce au GPS. Ils vont fouiller tous les alentours de Scenic Drive. Et là, à une dizaine de mètres de la route, à peine dissimulée sous la terre humide, ils vont trouver une valise. À l'intérieur, le corps de Grace Millane. Son voyage s'arrête là, loin des siens et dans une forêt étrangère. Ce que dit le corps ne va pas mentir, l'autopsie est formelle. Grace est décédée par une strangulation manuelle. Une pression continue de 4 à 5 minutes. Une mort lente, sans cri et sans témoin. Les ecchymoses qu'on va retrouver partout sur son corps vont vraiment définir le fait qu'elle a été maintenue, qu'elle a été maîtrisée, qu'elle a essayé de se défendre, mais que malheureusement, certainement avec la puissance physique de Jesse par rapport à elle, il l'a empêchée de faire quoi que ce soit et l'a même blessée au passage. Les médecins légistes en charge de l'autopsie vont en tout cas être formels. Ce n'est pas un accident, c'est bel et bien un meurtre. Novembre 2019 à la Haute Cour d'Auckland. Jesse Kempson va plaider pour l'accident sexuel consenti, mais le jury vont voir l'intégralité des images, et les preuves défilent. Il y a les caméras du City Life, les achats de valises, les produits de nettoyage, l'appel rouge. Les images, on le voit acheter un Rug Doctor, donc cette espèce d'aspirateur pour vraiment faire un nettoyage complet. Le site de Scenic Drive où on retrace l'itinéraire GPS, il y a trop de preuves contre lui. Des témoins se succèdent et beaucoup de femmes, comme je l'ai déjà dit auparavant, vont annoncer et plaider contre lui le fait que c'est un menteur, un manipulateur, un humiliateur et qu'il est vraiment fervent de pouvoir et de domination. Et avec toutes ces preuves, c'est donc le 22 novembre 2019, soit quasiment un an après la mort de Grace, que le verdict va tomber. Il est coupable de meurtre. Et pour ce qui est de sa sentence à Jesse, il va être condamné à la prison à perpétuité avec 17 années de sûreté. Plus tard, après ce procès, on découvrira qu'il avait également agressé 2 autres jeunes femmes. À l'issue de ce procès, c'est une onde de choc. La Nouvelle-Zélande est profondément émue et choquée par ce qui s'est passé. Il y a des veillées aux chandelles qui vont s'organiser à Auckland et dans tout le pays. Des centaines de personnes vont se rassembler, bougie à la main pour pouvoir rendre hommage à Grace. Et on va voir une vidéo qui va être très bouleversante et qui a fait le tour du monde. C'est la première ministre Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, qui va en pleurs dire que la petite Grace aurait dû être en sécurité en Nouvelle-Zélande et que ça n'aurait pas dû arriver. On behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. Pour rappel, ça fait sens, c'est un des pays les plus sûrs au monde, les caméras partout, beaucoup de police qui rôdent, donc on n'est pas censé être en insécurité là-bas, et ce que Grace a vécu n'aurait jamais dû arriver. Un pays tout entier va pleurer du coup une étrangère, mais qui est devenue un symbole. Celui des femmes qui voyagent seules, des victimes qui sont oubliées, et de ceux qui sont trahis par la confiance. Pour ce qui est de la famille de Grace, évidemment, la famille Millane ne s'en remettra certainement jamais, ça me paraît impossible. Mais par contre, ils vont essayer de faire un minimum de résilience par rapport à cette affaire-là. Ils vont créer une fondation, donc la Grace Millane Foundation, qui va permettre d'assister et d'être présente auprès des femmes qui vont voyager seules dans le monde pour pouvoir leur porter soit une assistance s'ils ont besoin, mais en tout cas un support quoi qu'il arrive. Et le but de la foundation, donc de l'association, ça va justement être de soutenir la sécurité et d'apporter de l'éducation maximale à ces femmes-là qui voyagent seules. Entre le centre-ville d'Auckland et Scenic Drive, il n'y a qu'une demi-heure de route, 30 km à peine. Assez pour quitter la lumière et plonger dans l'ombre. Grace, elle qui voulait voir le monde et qui était définie comme une lumière par ses proches, a rencontré la noirceur d'un homme inconnu. Et en Nouvelle-Zélande, en Angleterre et dans le monde entier, le nom de Grace Millane résonne comme jamais, comme celui d'un nom qu'on n'oubliera jamais.